Bon, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse discuter ensemble de comment maîtriser un entretien en anglais et qu'on vous donne en 1 heure tous les tips qui vont vous permettre en fait d'être dans la réussite quand vous devez passer du temps à faire des entretiens en anglais. Je vais laisser Maud Grenier se présenter. Ensuite, je procéderai à me présenter parce que je n'étais pas indiquée sur ce webinaire. Donc, au moins là, je pourrais dire qui je suis. Et Fabio Grandi, qui est mon associé sur My English School. Du coup, Maud, tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Oui, rapidement, je pense que certains et certaines peut-être me connaissent déjà. Moi, c'est Maude. Je viens du sud-ouest de la France, je viens de Charente. Donc, c'est vrai que l'anglais n'était pas forcément une compétence voilà, j'étais pas la meilleure en anglais au collège et au lycée. Euh, j'ai eu la chance, et on parlera tout à l'heure, de me prendre en main sur sur ce sujet-là, puisque c'est quand même une compétence essentielle et heureusement que je l'ai fait pour ma carrière en tant que responsable recrutement et puis DRH. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai un centre de formation aussi qui accompagne donc les RH à mieux vivre leur quotidien, notamment sur des formations autour de la marque employeur, de la marque personnelle, sur l'IA, sur la posture RH, pour voilà, mieux vivre voilà, son quotidien. Et donc, je suis contente, très contente de partager avec vous cette expérience et de discuter sur voilà, l'anglais, comment l'utiliser dans notre quotidien, c'est essentiel et parfois, c'est pas forcément si simple de mener un entretien en anglais pour évaluer la compétence sur des candidats et des candidates. Ok, bah, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Maude. Pour le coup, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement intéressant et tu vas pouvoir nous partager un peu tout à l'heure toute ta carrière et comment l'anglais a été important pour toi. Moi, je suis Déborah Guillotin. Alors, j'ai racheté en 2020 la société My English School, qui était un centre, qui est toujours un centre de formation en anglais. J'étais à l'époque employée de cette structure et je l'ai racheté pendant le Covid avec mon associé Fabio Grandi et Julie Guillotin. Et aujourd'hui, nous, à Maïs, en fait, on accompagne les entreprises. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais le but, c'est qu'aujourd'hui, on puisse vous donner tous les tips qu'il faut pour maîtriser votre entretien en anglais. Et ça va se passer d'une manière où on va avoir, dans un premier temps, un échange avec Maude et ensuite Fabio qui va intervenir. Donc Fabio, mon associé, qui va se présenter aussi. Bonjour, hello everyone. Alors, la première chose, je m'excuse en avance si je fais des erreurs en français. Comme Deborah vous a dit, oui, moi, je suis Fabio, je suis le directeur pédagogique de My English School en France et associé de Deborah. Et je suis ici pour une partie de cet événement un peu plus interactif pour vous donner des conseils en anglais aussi. Ouais, tout le monde se sent à l'aise, j'espère, pour faire des cas pratiques en anglais. Mais en tout cas, là, on va passer à la prochaine slide. L'idée, c'est qu'on vous partage l'agenda de l'événement d'aujourd'hui. Comme je vous le disais, on va avoir un petit moment d'échange avec Maude sur l'anglais en entreprise. Ensuite, comment choisir la bonne formation, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir vous accompagner sur la formation d'anglais pour vous ou pour vos collaborateurs. Et on aura le cas pratique avec Fabio. Donc, Maude, qui nous partagera sa relation aussi avec l'anglais. Je vais passer à la slide suivante et l'idée c'est de te poser des questions, Maud, pendant une vingtaine de minutes, Yes. notamment à savoir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation avec l'anglais? Parce que moi ça m'intéresse de base. Bah, déjà, j'étais pas très bonne à l'école en anglais, à part les verbes irréguliers comme, je pense la grande majorité d'entre nous pour avoir, 18 sur 20, à son, à son examen. En fait, l'anglais, rapidement, moi, j'avais envie de d'acquérir cette langue, pour, déjà discuter, et voyager. Donc c'était vraiment ma 1re, ma première relation. Donc, j'ai eu la chance donc de faire un stage à Miami. Donc, c'est vrai que moi, la théorie, ça n'a pas forcément était quelque chose qui s'est imprégné en moi. Je suis plutôt quelqu'un qui aime tester et puis pratiquer. Et donc, je suis partie 6 mois à Miami faire mon stage, notamment en licence. C'était au zoo de Miami, donc en 100%. Voilà, j'étais dans une famille péruvienne aussi, donc 100% immergée en tout cas avec l'anglais. Et donc, c'est là où j'ai fait en tout cas 6 mois de croissance extrême. Même mon prof d'anglais, quand je suis retournée à l'école, elle a dit: «Mais Maude, je ne te reconnais pas.» Qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais fluide, voilà, mon accent, enfin voilà, la fluidité, même si j'ai toujours mon French accent, of course, mais voilà, c'était fluide, je butais pas sur les mots, j'avais du langage. Et donc, en fait, je me suis vraiment immergée. Donc, il y a deux choses qui m'ont aidée. C'était un, dans ma famille péruvienne, j'avais une jeune fille qui avait mon âge, donc on parlait énormément, et donc j'avais pu échanger énormément avec elle. Et de deux, c'est que je regardais la télé en anglais avec les sous-titres en français, et donc ça m'a énormément aidé sur l'acquisition de nouveaux vocabulaires, parce que souvent on peut avoir un vocabulaire très basique en termes de compréhension et d'échange, et c'est vrai d'avoir mis voilà l'anglais sous-titré français, ça m'a vraiment aidé à monter en compétences. Et finalement, ça m'a aidé après sur la suite de ma carrière, parce que j'ai rejoint Safran, et puis après j'ai rejoint donc un cabinet de recrutement, et puis des startups et des scale-up. Et l'anglais a toujours été dominant en fait dans mon parcours. J'ai toujours eu besoin de recruter soit des talents à l'international, ou soit des Français qui devaient maîtriser l'anglais, et donc de devoir les évaluer en screening, en entretien, pour savoir si voilà s'ils maîtrisaient l'anglais. C'est ce que je disais dans le post, et puis je m'arrête là, c'est qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est quand même le braquage sur le CV. Tout le monde est fluent, donc aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire sur un CV. Et donc, c'est comment gagner du temps en aussi présélectionnant des candidats qui ont le niveau intermédiaire en anglais. Et nous-mêmes, parfois, je travaille avec des entreprises qui demandaient un niveau fluent, alors que finalement, dans la réalité, il y avait juste besoin d'un niveau intermédiaire. Et donc, c'est Ok. arriver à faire ces deux bascules entre les besoins de l'entreprise et les compétences nécessaires que l'on recherche chez un candidat et chez une candidate. Ah, ça, c'est ouais, c'est super important. Après, c'est vrai, là, ce que tu dis, de ce que j'entends, la pratique de la langue a été essentielle pour toi, en fait. C'était, mais en fait, essentiel. Ça a été. Après, je comprends que tout le monde ne peut pas. Moi, j'ai eu cette chance-là, et je comprends que parfois, on n'a pas forcément cette possibilité, en tout cas, de partir à l'étranger et d'apprendre l'anglais. Et donc, c'est aujourd'hui, malheureusement, l'éducation de l'anglais ne correspond pas forcément à comment, il y a une partie théorique, mais il y a quand même une partie pratique qui est extrêmement importante dans l'acquisition d'une langue. Et donc, c'est comment, même si j'ai pas eu la possibilité de partir à l'étranger, comment je peux pratiquer l'anglais, comment je peux monter en compétence sur ce niveau-là pour être capable, dans mon quotidien de RH ou dans mon quotidien de recruteur, de recruteuse, d'être capable d'évaluer, de sélectionner et de challenger aussi le niveau dans l'entreprise. Bon, bah, top, heureusement pour ça, tu as trouvé ma English School. Bon, à D'accord. l'époque, c'était pas my English School, mais c'est un Ouais, super, voilà, c'est en effet, des centres de formation peuvent aider en tout cas à maîtriser, voilà, à acquérir cette compétence essentielle pour nous RH, en tout cas, dans notre quotidien. Donc, je serais curieuse de savoir en chat qui aujourd'hui utilise l'anglais, soit pour soi-même, est-ce que c'est une envie personnelle, et c'est important même pour nous en tant que RH de booster sa carrière avec la compétence de l'anglais, ou c'est vraiment un besoin essentiel parce que vous recrutez à l'international, et donc aujourd'hui c'est compliqué pour vous d'évaluer, etc. C'est quoi un petit peu votre besoin sur l'anglais? Voilà, si certaines. très bonne question. Alors, après, j'ai juste une question additionnelle, parce que ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu penses que l'anglais aujourd'hui et le fait de parler anglais dans le monde pro est important? Parce que tu prenais l'exemple juste avant de dire que tu as des entreprises qui te demandent d'être fluente en anglais, alors que la réalité, elle n'est pas forcément vraie sur les candidats qui recherchent. Donc, Ouais. pourquoi est-ce que tu penses que les entreprises aujourd'hui, elles cherchent vraiment à avoir des candidats qui parlent anglais, en fait? Déjà, il y a une donnée qui est importante, c'est une offre sur 5 exige explicitement la connaissance de l'anglais. Donc ça veut dire que malgré tout, on est dans un monde global, et la connaissance de l'anglais est nécessaire. Et c'est un Mm, besoin, puisque voilà, quand même une offre sur 5, c'est quand même beaucoup. Et il y a une mm. autre donnée qui est intéressante, c'est quand même 50% des employeurs offrent une meilleure proposition salariale aux candidats avec de bonnes compétences en anglais. Donc ça aussi booste sa carrière, et c'est un élément aussi de négociation
entre deux personnes, une personne qui maîtrise l'anglais, une personne qui ne maîtrise pas l'anglais, c'est sûr que potentiellement l'entreprise va choisir la personne qui maîtrise l'anglais. Et donc, ça peut être aussi un choix déterminant en fin de processus pour les candidats et les candidates. Et pour nous, en tant que recruteur, recruteuse, on va se dire, bon, je prends la personne voilà, en Bah, anglais. bien sûr. Voilà. Donc ça, je pense que c'est deux données qui sont intéressantes. Je Et regarde s'il y avait d'autres choses, mais ouais, c'était ça, ouais. bah, après, nous, on en a trouvé aussi de notre côté selon différentes sources. Là, Fabio vient de montrer, on en a une qui dit que 22% des offres, alors il a changé, mais 22% des offres d'emploi en ligne exigent la connaissance de l'anglais. On a aussi plus de 95% des employeurs qui déclarent que les compétences en anglais sont réellement importantes pour leur activité. Mais il y a quand même un écart entre ce que les entreprises souhaitent et la réalité du marché et des employés de plus de 40%. Mm. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'un Français sur deux n'est on fait partie des pires pays européens. Un Français sur deux n'est pas capable de travailler en anglais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 9 employés sur 10 souhaitent que les entreprises leur proposent une formation en langue, mais pour autant, ce n'est pas forcément la priorité de la majorité des entreprises, alors que ça devrait l'être, parce que ça crée en fait en quelque sorte chez les collaborateurs qui ont du mal à parler anglais une frustration et un manque de confiance en eux. Donc rien que ça justifie une formation en anglais ou une immersion en anglais, comme tu le disais, parce que dans ton cas à toi, c'était une immersion. Tout à Euh, fait. Mm. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, ouais, tout à fait. Et je pense que c'est un besoin qui va être de plus en plus nécessaire. Et là, donc, c'est Coralie qui nous dit que c'est un besoin quotidien et Valérie des besoins très ponctuels. Quand même, l'anglais reste une compétence essentielle, mais aussi essentielle pour l'entreprise et aussi, je trouve, pour nous, pour notre carrière RH. C'est une compétence qui peut être demandée aussi sur des postes peut-être à management notamment. Mm. Et donc, on peut former les autres, mais aussi se former nous-mêmes sur cette compétence-là. Bah bien sûr, parce que du coup, toi, en tant que RH, comment est-ce que tu appréhendais tous les entretiens que tu devais faire en anglais? En fait, moi, comme j'ai fait cette immersion, j'étais très à l'aise. Donc, ça pouvait faire rigoler mes collègues, par contre, parce que des fois, je switchais en anglais et donc on me dit: «Ah ouais, tu parles anglais?» et cetera. Donc ça, comme j'étais en open space, donc voilà. Mais la pratique a vraiment, voilà, l'immersion a vraiment cassé, ma timidité à prendre la parole sur l'anglais, et donc finalement, j'y vais. Donc il y a pas de Oui, souci. t'oses. Voilà. Et en plus, aujourd'hui en entretien, nous, pour évaluer, on va poser 3-4 questions et là, on verra avec Fabio, au niveau, plus pratico-pratique, quelles vont être les bonnes questions à poser et cetera. Donc nous, de l'extérieur, on va pas, engager une conversation totale avec la personne, mais on doit connaître, être en capacité de se dire: «Oui, la personne maîtrise du vocabulaire, avancé» et ça, c'est important parce que, maintenant avec ChatGPT, la personne, peut faire des réponses, donc c'est comment aussi Bien évaluer sûr. la compétence réelle d'une personne et c'est ça, en fait, Mm. je trouve la problématique, Mm. aujourd'hui et donc en posant des questions pas forcément, automatiques, donc peut-être réfléchir à des, cas d'études, Ouais. utiliser des outils. Nous, on utilisait, je ne sais plus quel outil on utilisait, mais on utilisait un outil où pendant 1 heure, en fait, il passait un test d'anglais pour notamment des métiers où l'anglais était vraiment obligatoire pour bien s'assurer Que le que la candidat maîtrisait compétence, la langue. Ouais. voilà, à l'oral, mais aussi Mm. à l'écrit, parce qu'on est souvent bien meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Et quand on doit faire peut-être des documentations techniques, par exemple pour un développeur, parce que je recrutais beaucoup de développeurs en anglais, et ben, il faut que ça soit quand même un anglais qui soit de bonne qualité pour que peut-être l'équipe en Inde, moi je travaillais notamment dans une entreprise internationale, donc on avait des équipes au Nigeria et en Inde, et ben, que l'anglais soit suffisamment compréhensible pour qu'un développeur indien ou un développeur africain puisse Mm. lire la documentation technique d'un ingénieur français. Bien Et donc, sûr. voilà, donc c'est là en fait toute la difficulté, je trouve, nous en tant que RH, et donc de s'appuyer aussi sur des outils qui permettent de s'assurer du niveau de compétences. Donc, c'était les niveaux A1, A2, Oui, les B1, niveaux européens. voilà, les niveaux européens. Et donc, cet outil permettait de dire, cette personne-là a un niveau C1 en anglais.
Et on faisait exactement la même chose pour les Français, pour des internationaux pour évaluer le français, on faisait la même chose aussi. Bah ça, c'est top parce que pour le coup, à Maïs, nous, ça a été quelque chose qui nous a été énormément demandé par les RH. Oui. Et on a créé justement un test qui est gratuit, qu'elles Ah, utilisent génial. pour Ok. tester en fait des collaborateurs qui seraient amenés rentrer dans l'entreprise et qui leur dit qu'ils ont un certain niveau en anglais. Donc du Ouais. coup, ça, c'est un outil qu'on a mis à disposition gratuitement des RH parce que c'était vraiment une demande. Donc toi, Oui. tu utilisais ce même type d'outil. Par contre, avant qu'on rentre vraiment dans les tips avec Fabio, toi, tu avais des critères C'était quoi tes critères et ton processus pour tester un candidat en anglais? Parce que tu dis que tu avais cet outil-là, mais il y avait quoi d'autre? Ouais, donc moi, en fait, dans ma boîte, ils demandaient, donc j'ai eu deux entreprises où l'anglais était nécessaire. Donc, dans ma première entreprise, euh, euh, donc quand je suis arrivée, ils demandaient un niveau fluent. Et puis, en fait, la réalité, c'est que ils n'utilisaient pas l'anglais dans leur quotidien. Hmm. C'était par rapport notamment avec des clients, pour avoir des clients à l'international, mais tout le monde ne devait pas maîtriser l'anglais. Donc déjà, la première étape, c'est vraiment de comprendre déjà, est-ce que c'est toute la boîte qui doit maîtriser l'anglais? Est-ce que Bien sûr. c'est potentiellement une équipe commerciale qui doit maîtriser l'anglais? Est-ce que c'est plus une équipe technique? Donc déjà, c'est d'identifier quel est mon besoin et quels sont les besoins. C'est-à-dire qu'on avait des techniciens de maintenance qui étaient sur site, ils ne devaient pas maîtriser l'anglais. Et donc, c'est de se dire pourquoi mettre un critère d'évaluation qui peut être rédhibitoire sur une population qui, on savait très bien qu'elle était très compliquée de trouver des gens qui maîtrisaient l'anglais. Donc déjà, c'est bien comprendre en tout cas la population et le niveau en anglais en interne. Ça, pour moi, c'est vraiment la première étape. Et puis la deuxième étape, donc là, j'avais fait ça dans cette entreprise. On avait bien redéfini les niveaux. Et donc, moi, je faisais déjà un pré-screening juste pour Mhm. m'assurer en fait que, entre guillemets, la langue du CV correspondait à la langue, entre guillemets, réelle. Donc, la personne était capable, sujet, verbe, complément, d'avoir du vocabulaire un peu plus avancé avec des verbes et des mots. Donc ça, c'était mon rôle. Donc c'était à peu près 15 minutes de screening en anglais que je pouvais faire. Et À après, donc, l'oral? à l'oral, tout à fait. Ok. Et pour les positions notamment de management et pour les positions où l'anglais, notamment de l'équipe commerciale, était vraiment à un niveau avancé, on faisait le test en ligne pour s'assurer aussi notamment de la compétence écrite de la personne. D'accord. Pour Bah, la c'était bien deuxième. fait, dis donc. Ouais, voilà, mais c'était trop bien parce qu'après, voilà, il y avait plus de doute et je mettais même dans l'offre d'emploi, je mettais une mention: «Merci d'indiquer votre niveau réel en anglais», tu vois? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, je me retrouvais parfois avec, des personnes qui m'étaient fluentes et malheureusement qui ne maîtrisaient pas du tout l'anglais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et mais donc après, c'est souvent ça, c'est aussi souvent les problèmes des tests type QCM, où en oui, fait, c'est vraiment le niveau qu'ils ont dans ce test-là, tu vois. On va pas les nommer, mais nous, on le voit hein, à My English School, les tests QCM, ils ont souvent des meilleurs, bien des meilleurs niveaux que la réalité du parler, en fait. Leur capacité à produire est complètement différente du QCM. Et c'est ça, vrai, ça pose de réels problèmes. c'est ça. Et donc, dans l'autre boîte qui était internationale, où là, enfin, tout était en anglais, la discussion avec les collègues était en anglais, toute la documentation était en anglais, toute la communication était en anglais. Là, en fait, on demandait à tout le monde un niveau intermédiaire, parce que si tu peux pas échanger avec un collègue, et c'est pas que pour les Français, hein, c'est aussi pour les Espagnols, pour les Italiens, pour toutes les personnalités qu'on pouvait recruter dans l'entreprise. Et après, pareil, on avait mis en place ce niveau de test et là, on le faisait passer à tout le monde, tu vois. Donc, Et chacun arrivait, donc on leur donnait même leur niveau. Et après, c'est le manager qui évaluait en fait pour telle équipe euh, quel niveau, tu vois, nous on demandait un niveau minimum de B2, je crois. ouais, Euh, c'est ce que j'allais dire, intermédiaire, pour toi, c'est B2. voilà, B2, tu vois. Et après, si par exemple dans une équipe commerciale, on doit, parce que bah, tu dois négocier, convaincre en anglais, et donc c'est de se dire qu'un test supplémentaire peut aider. L'objectif, c'est de se dire que l'ARH,
nous, on n'est pas prof de langue. Donc, Oui. c'est pas à nous, en fait, de dire cette personne est B1, B2. Donc, pour moi, vraiment, le conseil que je vous recommande, c'est vraiment dans le screening, c'est déjà de solidifier cette évaluation grâce à un outil et après en interne de monter, en effet d'utiliser après en interne de monter le niveau en anglais grâce à de la formation. Mais dans l'évaluation en tant que telle, pour moi aujourd'hui, le test est la composante essentielle pour vraiment s'assurer de la réalité du niveau en anglais d'une personne écrite notamment. Ouais. Après, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des employeurs qui se passent aussi de bons collaborateurs parce qu'ils n'ont pas le niveau et qu'une formation pourrait permettre d'atteindre ce niveau assez rapidement? Tout à fait et tout à fait et ça, c'est toute la beauté de la mobilité interne. C'est aussi de donner les outils, c'est un très, très bon point, les outils en interne, pour qu'une personne puisse, faire, un métier, un autre métier ou évoluer dans son métier en proposant tout à fait une formation en langue et ça, c'est une très, très bonne pratique. Tout à fait. Mmh. Et si toi, parce que tu étais dans les conseils, si tu as des conseils à nous donner, ce serait quoi pour apprendre l'anglais efficacement? Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans le monde, dans ton monde à toi de DRH, qui a vraiment aidé tes collaborateurs à évoluer en anglais? Ouais, moi je pense que, et je suis un peu biaisée par mon expérience, hem, c'est vraiment la pratique. Mmh. Ça me paraît, essentiel dans la pratique et surtout de laisser du temps aux salariés de faire leur formation parce que souvent, bah, voilà, il y a le quotidien, il y a voilà et donc c'est de se dire de mettre des créneaux. Donc moi je mettais vraiment des créneaux dans l'agenda, parfois de manager en disant là, il faut que tu prennes du temps pour ta formation en anglais. Et voilà, donc des fois, il faut être aussi proactif. On ne peut pas le faire pour tout le monde parce que quand on a une boîte de 1000 salariés, c'est pas Bien possible. sûr, Et il faut aussi responsabiliser les personnes. Mais parfois, voilà, il faut aussi leur dire, tu peux prendre ce temps de formation, ça fait partie de ton travail. Et je trouve que c'était ça aussi le plus dur. C'est bien OK, sûr. tu peux payer une formation, mais il faut que derrière, Elle elle soit faite. soit faite, voilà. Et c'est là où est tout l'intérêt d'avoir un centre de formation aussi qui s'assure que les collaborateurs viennent en formation. Mmh Parce mh. que c'est un travail des 2 côtés, en fait, pas simplement de la RH. C'est aussi, au Tout à centre fait. de formation de prendre sa responsabilité et de s'assurer que la formation soit assez intéressante pour que les gens aient envie d'y revenir. Après, tu parlais de pratique tout à l'heure, tu parlais du fait de pratiquer. Du coup, j'ai envie de te poser la question sur l'e-learning. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'e-learning et à apprendre la langue, tout seul de son côté? C'est l'e-learning, chacun a sa façon de travailler. Moi, l'e-learning, c'est compliqué pour moi, par exemple, tu vois? Parce que, je suis pas assidue, j'ai toujours autre chose à faire, à moins que ce soit vraiment quelque chose que j'ai tellement envie de faire, tu vois, je vais y aller. Ouais, Mais pour moi, j'aime bien, j'ai mon professeur, j'ai ma visio, j'ai mon rendez-vous, j'ai mes exercices à faire, tu vois? Je suis un peu, bonne élève, là-dessus où j'ai vraiment besoin de quelqu'un en face de moi, un p voilà, un peu «à la baguette» entre guillemets, pour monter en compétences. bien sûr, Après, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça et qui préfèrent être en autonomie parce qu'ils peuvent caser peut-être, leur session d'e-learning entre bien 22:00 et sûr. 23:00, entre midi et 2, sur des horaires qui leur correspondent mieux. Donc déjà, c'est vraiment et peut-être que ça, on le fait pas assez en RH, c'est de comprendre vraiment la méthodologie d'apprentissage, du, salarié et que peut-être, parfois, on se dit: «Bon, bah, voilà, là, je vais faire une formation d'anglais pour 10 personnes», mais peut-être que ça va correspondre très bien pour 5 personnes, Mmh. mais peut-être que les 5 autres personnes vont préférer un autre mode d'apprentissage et donc c'est là où c'est intéressant, je trouve aussi, de, comprendre, en fait, heu, comment, on apprend et qu'est-ce qui va aller le mieux pour le salarié? Parce que nous, on va dépenser de l'argent et on dé Bien sûr. et donc on veut quand même un maximum de résultats derrière, pour, l'apprentissage de la formation. Bah, bien sûr et du coup, je te remercie, Maud, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur tous ces sujets parce que Ouais, et d'ailleurs, c'est une parfaite introduction parce que, mon, acolyte Fabio est là aujourd'hui, pour, vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire et notamment avec toi, Maud, il va te demander
des petits tips en anglais parce que toi, tu es un peu la queen des RH. No stress, no stress. No stress, no stress. Moi, j'adore, tu disais tout à l'heure que tu avais un accent français, j'adore ça. Donc, je laisse Fabio introduire la suite. Merci pour ma partie et puis on se revoit un peu tout à l'heure. Hello, everyone. Merci beaucoup, Deborah. Merci, Maud. Really interesting conversation. Alors maintenant, tout le monde, je vais switcher en anglais. Il faut pas avoir peur du tout. Mais évidemment, comme on a dit, c'est très important la pratique et on n'a pas tous la chance d'être avec un host family péruvienne comme Maud et avoir cette opportunité. Alors, on a une petite opportunité aujourd'hui to speak English. But as I say, this part is interactive. Like we do not learn by watching other people. So please, if you want to contribute, if you have answers to questions, please feel welcome to turn on your microphone, to use the chat, yeah, and to interact. And obviously in English if you can, mais sinon, on peut le faire en français si on a trop de peur de notre niveau. C'est bon. But okay, my original idea was to ask all of you to introduce yourself, but I think we're a bit too numerous for this. So hello everyone. Just respond in the chat if you have anything to say. So I want to start, Maud, with this question. Obviously, talking about interviewing in English, it's difficult to know where to start. And I think what we're talking about here is true in any language, but of course, even more difficult in a second language. And I wonder about the first thing, the scariest part is the first 5 minutes for the interviewer and the person being interviewed. So I don't know, do you have any tips? What language and phrases do you use in the first 5 minutes of an interview? How do you like to approach it? Yes, and also I will be very curious in the chat, which question you use also like to introduce your interview. I think for me, the goal, like switching languages is very also stressing for the candidates. Then I just say to him, okay, I will say in French, okay, maintenant je vais passer en anglais. Donc I will, share that with the candidate, and then I will not start first with complicated question. I want, to create a good atmosphere for the candidates to be, at ease during his interview. Then I will always start with the hobbies. Like, for example, can you tell me a bit more about your hobbies during your time, and then he will easily share with me some, okay, I like to read, I like to go out with my friend, or, things he likes to do. I think that is, that is my first question I always love to ask to start an interview. I think you're absolutely right. It's really key to start with reducing stress, etc. But also people, there are things people are comfortable talking about. At school, you learned how to say, my hobbies are this, 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 or to describe your family or to describe your everyday. And so it's a nice way to start, I agree, that makes people feel safe. They know they can communicate on this level. And then it gives them the stepping stone to the more complicated parts. Yeah, and in fact, even when I test people at my English school to see their level, I do the same. I start in French, I reassure, and then switch to something easy that I know they can do. Yeah. And also, also giving example, like, for example, if I want to dive deeper, in the experience, I will pick, let's discuss about your time in that company, for example. And I will say, okay, give me an example of a main achievement you did and you are very proud of during that experience. And also, as is positive, I feel is always easier, to share example when they are positive, and it give also good insights about, what the person did during that experience. Is something I really like also to ask during in interview is, okay, tell me a bit more about that experience. What is the most achievement you are the most proud of? I really like this question as well.
I like that question. That's nice. In terms of the feeling it gives to people, but also the fact that it's something concrete. I think my big thing I've seen, I'm sure all of you HR professionals have seen in my experience interviewing, everyone has all these abstract things they want to say. I'm a great team player. I'm self-motivated. I work well under pressure. But really, what we need is evidence of it, right? Is the concrete details from their lives. And you can also like dive deeper, you know, in an experience, because I think is very important also, like to ask example and tangible data, you know, for an experience, to feel to evaluate, you know, like the candidates. And it is at that moment I will be more, you know, like alert about, you know, like the quality of words the candidate is using. And I can already, you know, like make an assumption about, okay, he's using a lot is or have, or okay, he has a variety of verbs, he has a variety of different words, you know, like he's sharing with me. Then okay, maybe the level is a bit, you know, like advanced, intermediate, or advanced. Also, you know, like someone that is also like the body languages, you know, like if, you know, for me, I prefer someone who is comfortable to speak, you know, like go for it, even though he or she make mistakes. And it's something also like I can say before, you know, like before switching in English, it's like, don't worry about the mistake, just have a conversation with me. I think I prefer that someone very stressed, and, you know, like he is lose all his potential, and that is hard. That is why also is important to do that. Yeah. Yeah, there's something you said here which I really like, which is the difference between different types of competence. That language is not one competence; it's many different competencies. It's understanding grammar and vocabulary. It's the ability to understand when other people talk. It's the ability to communicate an idea. And sometimes someone can be very strong in one competence and weaker in another. And for me, yeah, this capacity to communicate. I have an idea in my head, I can put this idea in your head, is more important than anything I can learn from grammar or from vocabulary almost. And we have a good question in the chat from Caroli saying, from a HR point of view, if the candidate has specified being fluent, I guess, in the CV, do you expect him to know the vocabulary of the activity of the company? That is a very, very good question. I think for me, I will expect the vocabulary of the area is working, like for example software development, or, you know, supply chain. I will expect him, and I will dive deeper, you know, on his experience to check if he got that vocabulary. After, you know, like if I don't know, he come from automotive and your industry is more energy, I won't expect him to know all your vocabulary, but I will hope that will depend also of the level of the candidates, you know, if he's you know, like a worker, like an engineer. But I will expect to be more from an engineer to do some research of the company, and maybe, you know, like to have some keywords that he has picked from the website, for example. But that will depend for sure of the grade of the level of the candidates I'm recruiting for. Yeah. Yeah, I think you're absolutely right. It shows evidence that they've put in the effort to do the research. Yeah. But at the same time, I think the counterpoint is, of course, that if someone has a generally good level of vocabulary, I think picking up the particular vocabulary of their area, as you say, if someone's coming from a slightly different sector, if they have a Exactly. good overall area, they will be able to learn this new vocabulary quickly because it's every day, and it's maybe the more communicative skills that are harder to learn on the job. Totally. Nice. I don't know if anyone else has any other contributions, like things that you say at the start of an interview. You can put in the chat, or you can be courageuse, and turn on your microphone. But yeah, my other thoughts while we wait for this are, of course, as Maud said, I think a warm welcome is the most important start to reduce stress, to build rapport. In English, thank you for joining us today is a classic Very good. phrase. Yeah. Yeah. Um,
The second, I think, is structure. Like people feel safe inside structure. So setting expectations at the start. The phrase we normally use in English is, yeah, let me explain how the interview will work. And a third point that we thought about when we were preparing this is about representing our company from the first words, because of course every word that we say signals our culture. So we want to represent that from the very start. So here at MyYes, we believe in, and whatever your company believes in, if it's putting people at the center, like at MyYes, or flexibility, or collaboration, or innovation, depending on your field. I think that allows you to build from a place where you are sharing, so they are able to share. That's very good, yeah. Deborah says how to feel confident in testing people in English when we're French ourselves. I know it used to be a real struggle for me. And yeah, I think that's a really good question. Maud, do you have anything to say to this? Yeah, I think, I think for me, it will be hard for me to test someone in English if I'm not comfortable in English. It's like, like a software developer, it's like testing a software developer and you are not a software developer. That is why I think it's very important, like even for coding skills, we were using a tool to make sure that we test properly, the software developer. That is why it depends of your level. And if, for example, I don't have the level, what I can do is do the screening, just check with, 2 or 3 questions we share today, and to see, okay, if the candidates has a bit more, put not the right level of its CV, just to check this. And then if I need to evaluate, deeper the candidates, I will use a tool to help me with that. Because as we said before, we are not English teacher, and then it's hard for us to evaluate properly someone. But at least on the screening, you can already do a first filter of the candidates just to check if the level of the CV equal the real level of the candidates. Yeah, I think this is a really good point about, so Corélie says, does this mean that if HR uses a tool, it's a bad sign? Bah. I understand what you mean. For a candidate point of view, if, for example, we ask advanced level of English, and if the HR is not able to speak English, for sure, that is, a sign. But everything can be explained. But I think I won't be ashamed because, company can evolve and grow, and, maybe English wasn't a skill at the beginning. And then because the company is growing, then the English skills become mandatory. Then it depends of the history. But then what I will do is first maybe to train myself, in English to be maybe a bit more comfortable, and then use a tool. I wasn't, I speak English. I wasn't ashamed to use a tool for the company I was hiring globally, because for me it's a good sign that we put, we are very serious in the language skill. Yeah. Yeah, I like this response. And I think it's really important, again, to think about the fact that there are different competencies here, and a tool can test things that a conversation cannot, and a conversation can test things that a tool cannot. Exactly. So our receptive skills, normally in France, our receptive skills are very good here. People can understand well, but maybe production is less good because in school system, you don't have as much opportunity to speak. So yeah, I think maybe one competence is tested more in conversation and the other by a tool, by a multiple choice quiz or something. And so kind of it depends what's your need as a company also, I guess. Yeah, exactly. Well, as we do need some conversation to test that, let's look at some questions you could ask. I'm going to jump this slide. So something you mentioned before, Maud, is these concrete questions we can have to ask about competencies. And so I call these behavioral questions. So how we can encourage candidates to give concrete examples of competencies. I mean, here's a classic model I'm sure everyone here knows from recruitment, the STAR method. Maybe it's called
probably not the étoile method in French, but of course, for every competence you want to know about, like what's the situation, what was the context, what was the task they needed to do, what action did they take, and what was the result, what was the outcome of this, and so what kind of questions can we ask to get these answers, which, okay, can test the competence, but can also give us an idea. Can they tell a story in English? Can they speak in the past? Which shows probably a B1 level, at least, if they can respond to this. I have a couple of examples here. Classic. Can you tell me about a time when you managed a stressful situation? Can you give us an example of a difficult conversation you had to see if they can resolve conflict, etc., see what kind of personality they had? So yeah, my question here for the team, for everyone, is what questions could you ask to elicit examples of skills needed in your role or in the roles you recruit for? Again, in the chat, if you can think of any good questions with this structure. Maud, in the meantime, can you think of some good questions that you might ask to find out about this? You asked a good one about achievements earlier. Yeah. I think, I think I was sometime, I was asking this question. Like, for example, I was asking if tomorrow I call your last manager, what he will say about you. Like to check about the soft skills, if the person is able, like to reflect about himself, herself, is able to give, like good points, or like area of development, yeah, I like this question. I was asking after more to evaluate behavioral question. I think I will always pick, I will pick, an experience, a professional experience. And I think those questions like, okay, can you tell me a bit more about the context of the company? What was your role during that company? What did you do exactly? What was your task? What is the achievement you have done? And I think those star questions are amazing. Is very good, even in French and in English. When you want to dive deeper, in a professional experience, this is amazing. Nice. We have a couple of other fantastic suggestions from the chat. When was the last time you had to say no to a colleague, and what was the reason? Yeah, I think you learn a lot from that. What would you do if you were in a disagreement with a colleague on a specific topic? Yeah. Nice. And this one's really good because this is a even more advanced grammar structure as well. So you can really see if a candidate is able to respond fluently to this last one. What would you do? In fact, this is my next thing, a hypothetical question. And really, if they can tell a story about their past, like that's a good B1 competence. If you really want someone who's B2, they need to be able to talk about hypothetical situations, about something more abstract. So, okay, if we're not very confident, at least this is a little cheat code to test this. And the way I'd like to do it is think of a challenge that my employees face in the real company and ask, what would you do if? So the example that Julie put in the chat was, what would you do if you disagreed with a colleague? In fact, I think that's more or less my first one, yeah. How would you respond if a client gave you negative feedback? Maud, do you ever use this type of questions? Do you ever ask hypothetical questions? Yeah, exactly. And I think is good to know a bit more, and also like depending always if it's a manager, for example, I think those kind of questions are very good to understand, like which kind of manager he or she is, in the company, and that is that is great. Yeah. You always get lots of little clues in how people respond to this, the little red flags, the little green flags. Exactly. That is why the scorecard in recruitment is very important, and it helps also, like to structure your interview, because you are going to check a specific, like
hard skill or soft skills to make sure that this person will be a great match for the company. Nice. Does anyone else have any hypothetical questions you could ask about your role? Again, don't be shy. You can turn on your microphone. You can type in the chat. What hypothetical questions could you ask about your role? Or think to yourself. Cool, but this is, again, it's a really nice link between this testing aspect that Maud said earlier, and and finding out more about the potential team member. Yeah, Maud, any other final tips on interviewing? Oh, this is a really good one in the chat. What would you do if you were overwhelmed by a project with a project? That's really good. I think you learn a lot from that. Yeah, exactly. I think the tips. No, I think we said a lot of things, and I think it was great because I feel we don't speak a lot about languages. Like in recruitment, and how is it important? Like 1.5 billion of people speak English. Is the main languages in the world. Then we need it. And as French, for sure, we are not the best. That's true. That is why there is a training center like MyES to do that perfectly. But I think is to bring these topics, because we always say, "Oh, I did English at school. I know how to speak English." And then when you onboard an American or a UK speaker, when I remember when first time I went in London, I was with a British, and I didn't understand anything of what he was saying because of the accent, because how speed he was speaking. And I think that is very important when you are an international team to be at ease with English, and as we said, is HR is important, like to attract and also like select people, but also into the company to have employees that are comfortable to write documentation, to speak, and to share ideas. You said, Fabio, to be able to give argument, to convince in English, and that is harder to do it. Yeah, very difficult with only the tools we have from school, only the past participles of the verbs, etc. It's good to have a good grade in English, but but to practice is not working. Yeah. Fantastic. Thank you so much, Maud, for your input. And thank you to everyone who answered in the chat. I just have some recap questions for you to reflect on, because the more times we return to a thing in our brains, the more it stays. So yeah, have a think. You can write in the chat, but I won't force you. What language might you use when opening an interview? If you can remember, we talked about making people feel at ease, about explaining how it will work, about maybe signaling your company's culture and values in every word you choose. Think about which types of questions we can ask to test competencies. So remember, obviously, testing English, we talked about using these past simple questions. Just what was your greatest achievement? Tell me more about this role. And hypothetical questions to find out a bit more, and also tells us more about their grammar level. And yeah, before you go away, I would like you to think, what's the most useful tip you've learned today? Again, I won't force you to write it, just think about it. But cool. Thank you very much for joining us today, everyone. Thank you very much, Maud, for being courageous enough to speak with a native English speaker in front of all these people. Thank you, Fabio. I'll pass back now to the wonderful Deborah.
Honnêtement, un super moment à vous écouter. Merci à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui et qui ont suivi ce webinaire, à toutes les personnes qui ont posé des questions dans le chat. Et juste ce petit reminder pour les prochains webinaires qu'on va proposer. Libérez votre pouvoir commercial en anglais avec Shannon Boutalev le 23 octobre et développez votre leadership en anglais avec Guillaume Moubèche. Donc Maude, tu as été notre première invitée. Merci à toi pour ce moment, vraiment. Avec plaisir. Tu as mis la barre très haute. Ah ouais, ok. Merci à tous en tout cas. Merci à tous, à toutes.